tu vas bien? Bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Tu l'auras vu dans le titre, j'ai envie de tester quelque chose d'un petit peu nouveau. Dernièrement, mes lectures c'était pas foufou, donc j'ai envie d'expérimenter un peu et surtout de ne pas prendre de risques cette fois-ci. Du coup, je me suis inspirée d'une trend que je retrouve surtout chez les anglophones. J'ai pas encore vu de francophones qui la font. J'essaierai peut-être de mettre certaines des vidéos qui m'ont inspirée en barre d'infos, mais ça sera qu'en anglais, désolée. Donc en fait, le concept, c'est d'aller sur Goodreads, donc parce que les anglophones, c'est leur livre addict, mais moi j'utilise aussi Goodreads, donc j'irai sur Goodreads, pour en fait retrouver soit les meilleures lectures, les mieux notées, soit les moins bonnes. C'est-à-dire qu'il y a les deux qui existent. Étant donné que moi, je cherche des bonnes lectures, étant donné que ça va pas trop ces temps-ci, forcément je vais aller vers les meilleures lectures. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon Goodreads où j'ai enregistré à peu près la totalité de ma palle, en tout cas physique, sachant que j'ai envie de lire du livre physique ces temps-ci, j'en ai marre un petit peu des e-books. Donc je vais aller sur Goodreads, je vais essayer de faire le classement et choisir quelques livres qui sont les meilleurs, enfin les mieux notés en tout cas de ma palle, et on va voir ensemble si on peut faire confiance aux avis Goodreads, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. Bon les gars, on va choisir ensemble du coup. Là je suis dans mon Want to Read de Goodreads, donc vous voyez que ma pile à lire est à 100. Mais Goodreads c'est bizarre, il y a des livres que j'ai pas jugés qui se retrouvent dedans, bref. Et il y a des livres déjà lus aussi, c'est trop bizarre. Bref, c'est pas ça que je voulais dire. Donc j'ai fait, ici vous savez, un filtre pour avoir du mieux noté au moins bien noté. Donc on va lire le mieux noté. Cependant, j'ai ajouté quelques conditions. Il faut genre une centaine de revues au moins. Sinon pour moi, ça compte pas vraiment. J'aurais même dit 1000, mais bon, en vrai, ce serait beaucoup trop discriminatoire pour des auteurs qui n'ont peut-être pas eu la visibilité pour l'instant qu'ils méritent. Mais 100, je pense que c'est le minimum vraiment. Et il faut que ce soit de la non-fiction. Donc déjà, le premier, j'ai regardé tout à l'heure, il a une seule revue, même si j'en ai envie. Hein. C'est un recueil de poésie que j'ai reçu très récemment à la maison. J'ai grave envie, mais il a eu une seule revue, donc pas possible. Ça, c'est de la non-fiction et j'avais regardé, il a 3 revues de toute façon. Ça me donne envie, mais c'est un tome 2, j'ai pas lu le tome 1. Crooked Kingdom de Les Bardugo, j'ai pas lu le tome 1. Intro de Si, franchement, j'ai envie de craquer, mais on va voir. Si il a assez de revues, ça m'étonnerait parce que c'est un livre relativement récent. Ouais, vous voyez là, 7 ratings. Il a pas assez de revues, donc c'est mort. Oui, ensuite, Dandara et les esclaves libres. Celui-là, c'est une fiction, mais en même temps une non-fiction. Enfin, en tout cas, ça se base sur la vie d'une personne qui a existé. Donc, on va regarder. En plus, c'est un auteur ou une autrice sud-américaine. Donc, pourquoi pas, ça va me faire sortir de mes 86. Ah, franchement, on n'est pas loin. On n'est pas loin de 100. En plus, je vois qu'il y a pas mal de personnes que je suis qui l'ont mis, qui veulent le lire. Il y a Marina qui l'a lu et tout. Ah, je sais pas. Ça me tente, mais en vrai, j'avais dit 100 et il y est pas. Donc, peut-être injuste, quoi. Je sais pas. Bon, on va continuer pour voir. Génocidé, c'est hors catégorie parce que c'est une non-fiction. Et ensuite, on a le tome 1 de Six of Crows. Franchement, Six of Crows, j'ai l'impression que c'est grave aimé, hein. Bon, celui-là, forcément, il a toutes les... Voilà, il dépasse de loin le nombre de revues. Donc, pourquoi pas. La seule chose qui me fait peur, c'est que, vous savez, les sagas de Les Bardugo, il y a d'abord la trilogie Shadow and Bone. Et ensuite, la duologie Six of Crows. J'ai commencé la trilogie Shadow and Bone, j'ai lu que le tome 1. J'ai un peu la flemme de continuer, même s'il était moyen, en fait. Il faisait genre, pour moi, 3 étoiles et demie. J'ai commencé le 2 et j'ai pas accroché, du coup j'avais mis en pause et du coup j'ai jamais continué. Je l'ai toujours à la maison, donc j'ai espoir de continuer, mais en même temps je me dis, est-ce que tu vas continuer, Laurie, genre, en vrai? Et je sais que si je commence Six of Crows, ça va me spoiler l'autre trilogie, donc je pourrais pas continuer l'autre trilogie après. Mais en même temps, Six of Crows, ça me tente. Franchement, je sais pas, je vais continuer pour voir si je trouve un meilleur contestant. Là, on a Uzumaki, mais c'est un graphique. Ouais, non, je sais pas. Je vais réserver Uzumaki plutôt pour l'automne quand je vais bien vouloir être spooked.
Et après, bah, on a le Passeur d'âme, qui est le tome 3 de Steam Sailors. Et ça tombe bien Donc je disais ça tombe bien, parce que bah, j'ai lu les 2 premiers, et il me reste que le 3e. Et le 3e a de très bonnes notes. Donc on se retrouve au quelième dans la liste, voyons voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je suis allée jusqu'au 9 et j'en ai retenu comme potentiel livre 3, c'est-à-dire Dandara. Le seul truc, c'est qu'il n'a pas les 100 revues qui sont nécessaires, mais bon, je verrai si je fais l'impasse sur ça. Il y en a au moins 86, c'est déjà ça. Six of Crows, le tome 1 qui me donne super envie, mais en même temps je me dis, t'as la trilogie à la maison, est-ce que tu veux pas la finir? Mais est-ce que j'ai envie de me forcer à lire des livres qui peut-être seront pas ouf? Sachant que les revues disent que le tome 2 est nul, comme j'en avais l'impression quand je l'ai commencé, et que le tome 3 est très bien. Franchement, ça me force quand même à lire en anglais le tome 2 avant d'arriver dans quelque chose que j'aime. Donc je sais pas. Ça fait plus d'1 an que j'ai lu le tome 1 en plus, donc je commence à... Ah là là, moi je sais pas, mais je le laisse dans la liste. Et le Passeur d'âme qui, franchement, me tente bien. Mais c'est vrai que ce serait vraiment un stretch avant lui. Il y a les 2 là qui sont des bons... Bon, écoutez, on va prendre les 3 d'abord. Je vais prendre les 3 avec moi. Et ça va partir au feeling et vous verrez lequel j'ai lu. Si ça se trouve, je vais lire les 3 et puis ça sera au final une vidéo sur les 3 livres les mieux notés de ma pile à lire. On fait comme ça? Vas-y. Bon, je te retrouve juste après ce petit insert que tu as vu où on a choisi. Donc j'ai retenu 3 livres que fort heureusement j'ai à la maison. Là, je pense que je vais commencer avec Steam Sailors. Il y a déjà le marque-page là à l'intérieur, comme tu vois. J'ai pas encore commencé, hein. Mais je vais commencer avec ça. Ensuite, je vais aller avec Dandara avant de me lancer dans le gros pavé qui est Six of Crows, le tome 1. Voilà, et du coup, comment va se passer la vidéo déjà? Je vais essayer de te faire 2-3 avis par livre. Donc, ça aura le format vlog sans avoir forcément les inserts un petit peu longs que je vais mettre dans le vlog pour un peu, voilà. Et sans avoir les petits débats que je peux avoir dans les vlogs qui correspondent en général, enfin, qui concernent en général le monde du livre, mais qui ne correspondent pas forcément aux avis des livres dont je parle. Là, on va se concentrer sur ces 3 livres-là, enfin... J'espère ces 3 livres, je sais pas si je pourrais tous les lire. Mais en tout cas, Steam Sailors, j'ai de la chance, hein, parce que c'est une de mes sagas chouchou, donc je pense que je ne prends pas énormément de risques. Dandara, c'est arrivé tout récemment dans ma palle, donc j'ai toujours un petit peu, tu vois, la motivation et l'excitation de le lire. Et Six of Crows, je sais pas encore, on verra, c'est pour ça que je l'ai mis un petit peu à la 3e place, quoi. Hello, je te retrouve à la même place. On est comme je l'avais prévu le lendemain et je suis à pile 100 pages, c'était grave pas prévu. Mais je suis à pile 100 pages d'ailleurs au milieu d'un chapitre. Mais bref, on va pas calculer. J'avais pas pu finir mon chapitre parce que je suis avec mes parents actuellement. Mais qu'est-ce que j'en pense? Alors, déjà ça fait plaisir de retrouver le monde de Steam Sailors. D'ailleurs, je n'ai pas fait le synopsis. Et pour ceux qui n'ont pas du tout lu la saga, ce serait quand même sympa que je fasse le synopsis. Dans Steam Sailors, donc c'est une saga en 3 tomes de Ellie S. Green, qui est une autrice française. On va être avec des pirates de l'air. Au début, on va suivre Prudence qui vit sur la terre ferme, voilà, qui est une orpheline qui se fait un petit peu rejeter par son village, qui est un petit peu invisible, qui essaie de survivre tant bien que mal. C'est une petite chose toute fragile, là je crois qu'elle avait genre 15-16 ans. Et en fait, il y a des pirates de l'air qui vont débarquer dans son village lors d'une... comment on appelle ça? Bref, d'une descente. En gros, les pirates de l'air, au début de l'histoire, on ne sait même pas s'il existe, c'est un peu un mythe. Puis là, ils vont descendre, ils vont mettre le feu partout, ils vont voler des trucs et ils vont kidnapper Prudence un petit peu sans faire exprès. Tu vois ce que je veux dire? Et Prudence va se retrouver parmi ces pirates et je sais pas jusqu'où je peux aller dans le synopsis, mais il va avoir une grosse quête un petit peu avec pas du paranormal mais du surnaturel qui va s'y mêler. Prudence elle-même va se rendre compte qu'elle n'est pas si anodine en tant que personne que ça, qu'elle peut servir à quelque chose et faire de grandes choses. Et du coup en fait dans le tome 1 en tout cas on va apprendre à connaître toute cette team là de pirates, de rustres, etc. On va voir Prudence qui va prendre ses marques, qui va prendre ses aises et qui va devenir un petit peu la guérisseuse parce qu'elle elle était prise d'ailleurs comme une sorcière quand elle était sur la terre ferme. Elle a pas des dons mais des connaissances en fait dans tout ce qui est plantes, dans tout ce qui est plantes guérisseuses.
Voilà, donc pour vous donner un petit peu le topo, ici, la trope principale, en tout cas au tome 1, c'est la found family. Et c'est super bien, c'est-à-dire que l'autrice fait en sorte que tu t'attaches à des personnages qui sont très très gris. Mais ils ne sont pas gris par rapport au personnage principal, ils sont gris de façon générale. C'est-à-dire qu'on a des pirates qui tuent, des pirates qui pillent, des pirates qui se battent, tout ce que tu veux. Mais quand tu es à l'intérieur du petit cocon des pirates, tu te rends compte que tout est très doux, que c'est des personnes qui sont très fidèles à elles-mêmes, qui sont très fidèles à leur groupe, très loyales, et du coup, bah forcément, on finit par s'attacher à eux, sachant que moi, mes deux personnages principaux préférés, enfin, on va dire pas principal du coup, préférés, il y a Prudence, qui est la personnage principal, et il y a Gareth, en fait, qui est un petit peu comme son papa d'adoption, si tu veux, enfin, son très grand frère d'adoption dans la piraterie. Leur capitaine aussi, il est trop intéressant, bref. Je recommande dans tous les cas Steam Sailor parce que je kiffe. Par rapport au début de ce tome, j'avoue que je m'ennuyais un peu, je vais pas faire genre. Hein. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que j'avais un peu oublié la fin du tome dernier. Je savais grosso modo ce qui se passait, mais c'est le genre de fin où vous allez découvrir des petits détails dont il faut se rappeler pour la suite. La bonne idée de l'autrice, c'est que on va avoir une bonne dizaine de pages de mémoire, sinon plus, hein, qui vont être là pour nous rappeler ce qui s'est passé justement au tome précédent. Et même si c'est vrai que ça m'a beaucoup servi, bah, au début je me suis quand même un peu ennuyée parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal de redites et ce n'était pas juste du rappel de ce qui s'est passé à la fin, mais c'était une remise en contexte en fait de toute personne, rappeler qui a fait quoi, quelle est la mission en cours si tu veux. Là je suis à une centaine de pages et je vous avoue que j'ai failli avoir une déception dans le sens où il y a eu un autre voyage, c'est-à-dire une autre mission que nos protagonistes préférés vont aller pour poursuivre. Et en fait, je me suis dit putain, je vais avoir le seum un peu parce que ça va être un énième voyage. Il faut savoir qu'on est avec des pirates du coup qui vont naviguer dans l'air et à chaque fois qu'il y a des missions, bah, il y a la partie voyage qui est assez détaillée. On l'avait très très présente dans le tome 1. Dans le tome 2, c'était assez différent parce qu'on suivait des personnages qui n'étaient pas au même endroit, tu vois, du coup tu avais des points de vue différents, etc. et qui dynamisaient la chose même s'ils étaient tous dans des voyages différents. Et là ils sont tous ensemble et je me suis rendu compte qu'il y aurait encore un voyage et je me suis dit non c'est bon, enfin tu vas pas faire toute une saga avec des voyages, c'est bon. Et là l'autrice est agréablement surprise, franchement le voyage duquel auquel je pensais en tout cas, il se passe en un paragraphe. Elle dit vite fait ce qui s'est passé, c'est un voyage de quelques jours, elle va juste dire ouais il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, pof, c'est bon. Et du coup, j'adore ce type d'autrice qui se rendent compte qu'il y a certaines choses qui ne doivent pas être redondantes, sachant que le voyage est un point fort de la saga, mais c'est vrai que tu peux pas le faire tout le temps parce que c'est pas ouf après. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais te revenir seulement quand j'aurai fini le livre. Parce qu'en vrai, je suis quasiment au tiers, et sauf s'il y a un gros plot twist ou alors que mon avis change complètement, je pense que je vais pas te faire de points avant de venir te dire mon avis final sur ce livre et sur les revues qu'on peut trouver sur Goodreads concernant le tome 3 de Steam Sailor. Ah, allez, à tout de suite pour toi et sûrement à dans 2 jours. Je pense que je vais le finir d'ici 2 jours pour moi. J'ai fini Steam Sailors et c'est mieux avec le focus fait. Oui. J'ai fini Steam Sailors. Ah, je me suis pas rendu compte, mais low-key, je suis aux couleurs. Hein. D'ailleurs, calculez pas ma vieille dégaine. Calculez pas. Bref, j'ai fini Steam Sailors et qu'est-ce que j'en pense? Bah, franchement, ça n'étonnera personne de dire... Enfin, quand je vais dire que j'ai kiffé. Voilà, j'ai kiffé. De toute façon, Steam Sailors, saga chouchou. Là, c'est le 3e et dernier tome. Et en fait, j'ai des sentiments... un petit peu, pas mitigé, mais j'ai plein de sentiments à la limite du contradictoire. Déjà, forcément, attention. Désolée pour ce bruit, c'est la fenêtre qui s'est fermée toute seule à cause du vent. Donc je suis un peu triste de finir ça, de l'avoir fini. Attendez, j'ai l'impression qu'il y a un zoom. Ben voilà, je me disais bien qu'on était trop concentré sur ma tête là. Anyway, je suis un peu triste de finir cette histoire, mais en même temps je me dis... Heureusement que je me suis lancée dans ça et pas un truc où j'étais pas sûre d'aimer en fait, parce que j'aurais eu le seum avec les lectures catastrophiques que j'ai eues avant. Donc j'ai aimé, cependant je lui reconnais quelques petits points qui sont pas ouf. Alors je vais essayer de faire une revue vite fait sur la série plutôt. Je vous ai déjà fait le synopsis donc je vais pas le refaire. Mais en fait il y a beaucoup de voyages dans cette saga. Il faut savoir que ouais, c'est une saga où on va suivre des pirates de l'air et en fait dans chacun des tomes il y a plein de
voyage, c'est-à-dire de périple que tu vas suivre. La trope principale reste vraiment la found family, c'est-à-dire que il y a des petites romances à droite, à gauche, mais elles ne prennent clairement pas le pas. Ce qui va prendre le pas, ça va être le voyage et le périple en fait de nos personnages. Ils vont passer par plein de trucs dans toute la saga. Et même si je disais au dernier rush, je disais que l'autrice, au final, dans ce tome-là, elle s'est pas trop appesantie sur les voyages. Mais au final, il y en a plusieurs, donc quand même, on est très dans ça. Pour autant, en fait, c'est des voyages où, contrairement dans le tome 1, et peut-être dans le tome 2 aussi, je suis plus sûre, non, dans le tome 2, ça bougeait aussi. Mais je veux dire, c'est des voyages où il se passe tout le temps quelque chose. C'est-à-dire, nos protagonistes, ils n'ont pas le temps de respirer. Et quand ils ont le temps de respirer, on te dit juste, vas-y, il y a 2 jours qui sont passés en temps, tu vois. On va pas être là à essayer de décrire le voyage, les différents... Oui, on décrit forcément les différents paysages par lesquels ils passent, parce que dans ce tome-là, mini spoiler, mais qui vous donne rien sur l'histoire, on va passer vraiment par des paysages qui sont limite pas terriens. Je suis pas en train de dire que c'est de la SF, hein, pas du tout. Mais voilà, il y a des choses très surnaturelles qui vont se mêler. Il y a limite vraiment... On savait déjà qu'il y aurait un petit peu de magie, parce que voilà, c'est annoncé. Mais ouais, on va vraiment dans le côté fantaisique, pas féerique, mais magique. Voilà, il y a beaucoup de ça. Et du coup, les paysages par lesquels on passe aussi sont dans cet ordre-là. Bon, l'écriture de l'autrice, elle est toujours aussi classique, bien, etc. J'ai toujours rien à redire. Hein. Et le côté histoire, j'ai kiffé. Je trouve que la fin, elle n'était pas prévisible. Enfin, le plot twist, pas de toute fin, mais d'avant-fin. Attention. Oh non. Les aléas du direct et de ne pas être chez soi. Alors, vous êtes sûrement penchés, vu comment je vois ce mur-là qui est dépeint. Mais je suis désolée les gars, on va aller avec ça. Alors, je disais, en fait, il y a plein de plot twists qui vont arriver. Donc, je vais pas vous dire que c'est le plot twist de fin, mais d'avant, avant, fin, enfin, un des gros plot twists. Je l'ai vu venir. Et je trouve que les protagonistes principaux auraient pu le voir venir. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de petits indices, peut-être même un peu trop de la part de l'autrice. Et en fait, le truc, c'est qu'on est dans une narration où on ne sait pas forcément plus que le protagoniste. Si ils sont séparés en plusieurs groupes, on va savoir ce qui se passe dans tous les groupes. Donc, en ce sens-là, on sait ce qui se passe. Mais dans ce livre-là, la plupart du temps, ils sont ensemble. Donc, ils ont à peu près tous le même niveau de connaissance des événements, etc. Et pour autant, je trouve qu'ils ne captent pas assez vite. Ou alors, il y a peut-être la trope aussi, parfois, du manque de communication, en mode l'un des protagonistes va apprendre quelque chose et va se dire oh pas la peine de leur dire, sauf que frère vous êtes là, vous risquez votre vie chaque 2 minutes, il vaut mieux que vous saviez tous tout en fait. Il faut pas se dire que c'est une info, tu te dis ah ça c'est bizarre, ok bon bah, c'est pas grave, partage-le avec quelqu'un tu vois. Et il y avait plein de petits trucs comme ça qui faisaient qu'ils ne captaient, j'en perds mon français. Bref, ils ne captaient pas forcément les choses qui leur arrivaient ou qui allaient leur arriver, sauf que moi je trouve que parfois c'était obvious. Et cette chose-là dont je parle en particulier, une bonne partie de l'intrigue repose dessus, donc de ce côté-là c'est dommage. Du coup moi je vais lui donner, j'ai envie de lui donner 5 étoiles, mais en vrai, de façon objective, tu vois bien ce que je veux dire par objective, ça vaut pas les 5 étoiles, 4 étoiles et demie, 4 étoiles en tout cas. Sur ce coup, Goodreads en tout cas a bien fait parce que pour moi c'est un livre pépite et en fait toute la saga, d'ailleurs j'ai vérifié, le tome 2 est encore mieux noté que celui-là, il n'est pas ressorti quand je faisais mes recherches tout simplement parce que je l'ai déjà lu, ce qui est normal, mais lisez cette saga, voilà, je ferai une vidéo juste pour cette saga. De toute façon j'ai prévu de faire une vidéo à chaque fois que je finis une saga pour parler de toute la saga et vous dire ce que j'en pense. Prochain livre, on va aller sur Dandara et les esclaves libres. Je ne pense pas vous avoir parlé enfin, j'en perds vraiment mon français, hein. J'ai vraiment du mal à parler et je m'en suis rendu compte et il faut que je travaille dessus. Si vous avez des tips sur comment... Oh, j'y arrive vraiment pas, ça m'énerve. Enfin bon bref, je disais, si vous avez des tips sur comment mieux parler, partagez-les moi parce que en vrai, ça va vous aider aussi parce que vous qui regardez mes vidéos, ça va être plus agréable. Bref, Dandara et les esclaves libres de Jarid Harès. J'avais déjà parlé de ce livre dans un vlog, je pense, ou un book haul, je sais plus. En gros, j'ai eu plusieurs livres d'auteurs sud-américains d'un coup et je les ai présentés. Mais en gros, dans Dandara et les esclaves libres, on va faire une sorte de fiction historique où le personnage principal est Dandara, qui est un personnage, une femme qui a existé, qui était la femme d'un je sais plus.
Ok, Dandara, c'était la femme d'un chef mythique de tribus, en tout cas de groupes de personnes brésiliens au XVIIe siècle qui se sont battus pour leur liberté. En gros, c'est le chef d'un groupe d'esclaves fugitifs au Brésil au XVIIe siècle, et on va se concentrer sur la vie de sa femme qui était féministe, très libre, très rebelle et très combattante. Et du coup, je ne sais pas à quel point est-ce que c'est une biographie, je ne pense pas, étant donné que c'est un personnage du XVIIe siècle. Je pense que l'autrice, parce que c'est une femme, l'autrice a dû prendre des bribes de l'histoire de cette personne pour en faire une fiction sur sa vie, entre guillemets, pour romancer sa vie. Et du coup, voilà, on va se lancer dans ça. Il est très court, donc j'espère le finir d'ici 2 jours. Il fait 150 pages, hein. Donc je verrai, si c'est pas écrit, c'est pas extrêmement petit, mais je vais le commencer aujourd'hui et je vais vous en dire des nouvelles très bientôt. Voilà, so far, cette expérimentation se passe très bien et je suis repartie là, je suis repartie dans la lecture. J'ai envie de lire, je vais me lancer là, tout de suite. C'est-à-dire, je coupe la vidéo et on commence Dandara. It's me again. Alors, j'ai fini Dandara et les esclaves libres. D'ailleurs, je l'ai fini. Je pense que le focus n'est pas fait. Je m'excuse. Je sais vraiment pas ce qui fait que le focus part comme ça de façon random. Bref, je l'ai fini hier. Je l'ai commencé et fini hier, mais j'ai fini trop tard en fait pour venir vous faire un update parce que j'ai pas de ring light ici pour le soir. Bref, déjà je vais faire une rectification. Il me semble que dans le synopsis que je vous ai donné, je vous ai dit que je n'étais pas sûre si c'était une biographie ou pas, etc. En fait, c'est pas du tout une biographie. Je vous explique bien, et d'ailleurs l'éditrice l'a bien expliqué, enfin l'éditrice puis l'autrice l'ont bien expliqué dans l'introduction puis la préface. Il s'agit en fait d'une sorte de réhabilitation fantaisique d'un personnage féminin de l'histoire afro-brésilienne qui a été relayé au rang de mythe. C'est-à-dire que l'autrice a fait donc ses recherches, elle travaille un peu dans ce milieu-là de la recherche sur l'histoire des femmes afro-brésiliennes. Elle a fait des recherches, elle a connu l'histoire de cette dame-là, Dandara. Elle s'est posé la question de pourquoi est-ce qu'elle en avait jamais entendu parler pendant ses études. Donc dans ses recherches, elle a trouvé des trucs, elle a vu qu'il n'y a pas beaucoup d'infos qui sont gardées. Elle a essayé d'élargir son champ de recherche et elle a trouvé qu'en fait, la plupart des femmes afro-brésiliennes, enfin en tout cas de la zone sud-américaine, qui ont participé à l'histoire, il n'y a pas beaucoup, comment on appelle ça, d'informations qui sont gardées sur elles, si tu veux. C'est-à-dire que c'est des femmes qu'on va mettre sous le tapis, ok, peut-être qu'elles ont fait ça, mais on va pas garder beaucoup d'infos, contrairement forcément aux hommes, hein, dont le mari de Dandara à l'époque, qui est célébré et a une journée juste pour lui, qui est le 9 novembre. Donc en fait, cette autrice-là, en voulant parler de l'histoire de Dandara, beaucoup lui ont dit mais ce n'est qu'un mythe, c'est une légende, elle n'a pas existé, enfin voilà, etc. On n'y croit pas trop. Et du coup elle a dit écoutez, c'est ses mots, hein. Elle dit si c'est une légende, alors il faut la raconter. Et du coup ce qu'elle va faire ici, c'est une sorte de réhabilitation fantaisique. Parce qu'il y a de la fantaisie, elle dit que la fantaisie est l'un de ses genres préférés et elle va s'inspirer des orishas, donc des orishas, pardon. C'est écrit Orixa, avec X au lieu de chat, comme on le dit en français et en anglais, qui sont une cosmogonie ouest-africaine actuellement très présente au Nigeria, mais il n'y a pas que le Nigeria qui est concerné, en tout cas le Nigeria contemporain. Donc voilà, elle va se baser sur ça, elle va donner même des noms africains, etc. Et du coup, c'est de la fiction dans laquelle elle a mis des éléments d'histoire de cette personne-là qui a existé a priori Dandara, et elle a essayé de la réhabiliter au rang d'héroïne. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, je lui ai mis 5 étoiles sur Goodreads. C'est un récit déjà très court, il fait genre 150 pages, mais c'est un récit sans prétention. Dès le début, dans la préface, l'autrice te dit clairement, ok, ça va être un petit récit où j'ai romancé la vie de cette personne. Prenez-les comme ce que c'est, mais en fait ça vaut pour toutes ces femmes qui se sont fait un petit peu invisibiliser dans l'histoire avec un grand H, surtout ces femmes afro qui se sont fait invisibiliser dans l'histoire de la libération des Noirs. Et en fait il y a des éléments de fantaisie, mais c'est tellement bien raconté, et je trouve que le côté le plus intéressant a été la vie en fait dans les Quilombo. Donc Quilombo qui sont des communautés d'esclaves qui se sont enfuis, donc qui se sont auto-libérés
à l'époque en Amérique du Sud. Il y avait plein de villages comme ça. Il y avait même des sortes de royaumes et du coup Zumbi, le mari de Dandara, était le chef d'un de ces royaumes. Et c'était intéressant de voir comment à peu près ils vivaient, comment ils interagissaient entre eux, comment ils s'organisaient pour attaquer les maîtres d'esclaves, libérer leurs frères, comment ils se défendaient aussi. C'était super intéressant. À côté de ça, on avait l'histoire de Dandara qu'on a suivie dès sa naissance, donc je vais pas vous dire comment elle est née, mais il y a un côté surnaturel en fait à sa naissance, dès sa naissance jusqu'à sa pseudo-mort, entre guillemets, et encore une fois il faut lire le livre pour comprendre. Donc en fait ça prend vraiment la forme d'un conte, si vous voulez. Ça m'a beaucoup fait penser au conte dans le sens où tout va très vite. On te dit pendant cette période de cet âge à cet âge là, elle faisait ça, il y a ça qui s'est passé. On te raconte des petits points très précis de son histoire et plus elle grandit, plus les points sont rapprochés parce que plus il y a de batailles. Il faut savoir que Dandara c'est une guerrière. Dès toute petite, elle voulait se battre, elle voulait rien d'autre. Donc en fait, en grandissant, forcément, elle devient une guerrière et il y a de plus en plus de batailles. Et tout simplement, ces petits moments marquants de sa vie qu'on va te raconter sont rapprochés. Mais c'est toujours vraiment sous la forme d'un conte où on a un narrateur qui est externe, mais pour autant qui est un petit peu dans la tête de tous les personnages et qui voit le tout de façon très... mais vraiment comme un conteur, vraiment comme un conteur, et j'ai vraiment aimé. Franchement je le conseille dès jeune ado. C'est vrai que ce qui se passe dedans n'est pas simple dans le sens où on est chez des anciens esclaves, on ne nous dit pas de façon graphique ce qu'ils ont subi à part le fait d'être fouettés, attachés à des murs, mais quand même c'est assez dur, donc même si c'est pas graphique, on parle de leur trauma. Les traumas de ces anciens esclaves là qui souvent vont être réesclavagisés après. Les choses ne sont pas belles, c'est-à-dire qu'il y a une dureté dans le texte. Certes, on est en train d'héroïniser, ça se dit pas, hein, mais d'héroïniser Dandara. Pour autant, tout ne se passe pas bien. Pour autant, tout le monde ne survit pas. Pour autant, elle ne gagne pas toutes ses batailles. Et du coup, franchement, j'ai aimé. Achetez-le, offrez-le. C'est vraiment un 5 étoiles. En plus, il coûte pas super cher, il coûte 10 €. Sachant que la plupart des livres des éditions Anakaona ont un certain coût. Je crois que c'est l'un des moins chers, donc c'est vous. Lancez-vous. Vraiment, c'est à la fois attendrissant, touchant, enrageant, mais ce n'est pas complètement triste et c'est un cri d'espoir sur ces personnages-là qui peut-être n'ont pas révolutionné la Terre entière et toute l'histoire, mais à leur niveau, on se rend pas compte, mais ils ont fait de grandes choses en fait. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je recommande et so far, franchement, l'expérience Goodreads, ça se passe bien. Non, j'aime bien ce que je lis. J'ai aimé Steam Sailors, mais bon, on s'en doutait. J'ai aimé ça et ça, pour le coup, j'étais pas sûre d'aimer. Et je vais me lancer dans... Non, je me suis lancée, j'étais en train de mentir, je me suis lancée depuis hier soir dans... Comment ça s'appelle? Six of Crows, alors que j'ai pas lu tout Grisha, mais on s'en fout. J'ai commencé, je suis déjà à 16%, donc je vais vous faire vite fait un update et je pense que je reviendrai soit à la moitié, soit direct à la fin. Mais j'aime bien pour l'instant. Je le lis en français, en e-book, parce que l'e-book que j'ai est en français, mais en fait l'édition que j'ai à la maison, parce que là je suis pas à la maison, est en anglais. Donc je redoute un peu le changement quand je vais rentrer. Si je rentre avant de l'avoir fini, ce que j'espère, parce que je déteste acheter un livre physiquement et en fait ne pas le lire physiquement, je trouve que c'est vraiment du gaspillage, mais c'est un autre débat. Je l'ai commencé en français, donc je redoute un peu le passage en anglais bientôt, mais pour l'instant j'aime bien. L'écriture n'est pas, voilà, rien de particulier. On est effectivement dans une autre partie du monde de Grisha que je connaissais déjà. Voilà un petit peu, je sais pas si je peux vous dire le synopsis. Je vais essayer de lire pour le prochain update le vrai synopsis et vous le dire, parce que pour l'instant je peux juste vous dire qu'on suit de façon assez centrée Catbreaker, qui est un peu un chef d'un gang à Ketterdam, qui est une des villes du Grishaverse. Et voilà, lui-même n'est pas Grisha, mais voilà, c'est un petit peu un chef de mafia limite. Et voilà, il est super badass, super malin, très calme, il a une canne, il boitille un peu, mais en fait quelque chose qui m'a choqué, d'ailleurs je le dis dès maintenant, qui m'a choqué et je n'aime pas trop, même si je remarque ça beaucoup dans les young adultes, mais j'aime pas trop, c'est qu'il a 17 ans. Et l'attitude qu'on lui donne, la vieillesse, c'est-à-dire que la parole, le timbre de voix que j'imagine pour ce personnage et ce qu'il dit ne va pas du tout avec son âge. Je suis d'accord que c'est une fantaisie, qu'il y a un passif, il y a un passé et que
bah, si les enfants soldats ont pu exister et on peut voir des enfants à 17 ans qui vont mener des groupes de petits soldats vers la guerre, ça ne, pour moi, enfin, c'est trop. C'est-à-dire que l'autrice, elle a fait trop de fractures entre l'âge et la maturité, c'est ça, la maturité. Quand il parle, c'est comme s'il avait déjà vécu 500 vies, comme s'il était là depuis 15 ans dans le milieu alors qu'il a 17 ans et il est arrivé à 13 ans, je crois, ou 14 ans, 12 ou 13 ans. On nous dit qu'en quelques années, il a révolutionné son gang. Maintenant, son gang est super riche, l'un des plus craints, etc. Mais ça reste l'un des plus jeunes. Et je me dis, that's too much. On peut faire un personnage badass sans qu'il soit aussi incroyable dans le vrai sens du terme, dans le sens où j'y crois pas, en fait. Et c'est super chiant. J'y crois vraiment pas. On a un autre personnage qu'on nous a présenté qui s'appelle Inej, qui elle a 16 ans. Et elle, tu vois, elle est super badass aussi. On l'appelle le spectre parce qu'elle se fait oublier. Elle est très... voilà, c'est une shadow, c'est une ombre en fait. Donc elle est super badass aussi, peut-être pas autant que Kaz, mais quand même, tu vois. Mais elle, c'est plus croyable parce que quand tu suis ses réflexions, ses petites craintes entre guillemets, les questions qu'elle se pose, tu sens que en fait c'est une petite qui est traumatisée, qui ne parle pas trop, qui... Voilà. Mais c'est moins incroyable qu'un Cazebreaker qui va... Ouais, non, je sais pas, pour l'instant, c'est pas que je l'aime pas, hein, c'est que j'y crois pas et je crois que j'aurais du mal à m'accrocher au personnage. Pour autant, ce qui se profile me plaît bien, on va avoir un casse. Je vous dirai de façon plus précise ce qui se passe dans le livre dans le sens du synopsis quand je vais avancer, que j'aurai lu le synopsis pour savoir ce qui est du spoiler et ce qui n'en est pas. Voilà, c'était tout pour moi. Moi, je te dis à tout de suite pour un prochain update. Hein. À toutes. Bon, j'ai avancé un petit peu dans Six of Crows. Clairement pas aussi rapidement que dans les 2 derniers livres et ça donne un peu le ton de mon avis, so far. Donc je viens quand même vous faire un petit update. J'en suis là. Donc presque le tiers en fait. Et je vais essayer d'avancer d'une 50aine, 60aine de pages là, comme ça je serai sûre d'être au tiers. Et en fait les gars, ça ne se passe pas vraiment comme je le voulais. Ce livre ne m'accroche vraiment pas autant que les 2 derniers et je vous explique pourquoi. En fait, l'explication tient en un mot, ou plutôt Cazebreaker. Avant de lire Six of Crows, j'entendais parler de lui partout dès qu'on parle de l'univers du Grishaverse. C'est-à-dire que c'est un personnage plus aimé même, j'ai l'impression, que les personnages qu'on va retrouver dans la première trilogie qui est Shadow and Bone. Où pourtant les gens kiffent Mal et comment il s'appelle l'autre The Darkling. Cazebreaker, je m'attendais à le kiffer, je m'attendais à un personnage ok badass, mais voilà qui a quelque chose en fait auquel on peut s'accrocher. Et en fait au final c'est juste un jeune homme, parce qu'il a 17 ans, un jeune homme imbu de sa personne, mal poli, qui est persuadé d'avoir tout vu dans sa vie et de pouvoir tout faire, qui n'a aucun respect pour la vie humaine, qui n'a de respect que pour l'argent, qui crache et piétine tout le monde. En fait, je comprends pas cette fascination de notre communauté pour des personnages, en fait, dont la seule personnalité, c'est d'être méchant et cruel. Franchement, le prenez pas mal si vous êtes fan de Kaz, mais essayez de remettre en question votre fanitude. Bon, après, j'ai lu que le tiers. Si ça se trouve, à la fin du livre, je serai trop fan de lui. Et justement, je croise les doigts très fort pour qu'il y ait un développement extraordinaire de ce personnage-là, pour que je puisse l'aimer. Et je pense que c'est encore possible, hein. Je ne suis qu'au début. Mais pour l'instant, non, en fait. Vraiment, non. Et c'est pas la première fois que je vois ça dans des trucs, enfin, dans des récits young adultes. Vraiment, ça me subjugue à quel point on peut nous forcer à aimer des personnages qui sont juste odieux et c'est toute leur personnalité. Il y a rien d'autre. On n'a même pas encore le pourquoi. Et à la limite, même si on avait le pourquoi, on n'a pas quel est son but, quel est son objectif, quelle est la personne à qui il tient. S'il n'y a pas de personne, quelle est tout simplement. On sait qu'il veut se venger de quelque chose, mais non, pour moi, il manque de substance et on ne nous montre de lui que sa cruauté. Alors que on a aussi des épisodes, enfin des chapitres où on est de son point de vue, tu vois. C'est du changement de point de vue. Pour l'instant, il y en a 4, je crois. C'est du changement de point de vue. Et même dans son point de vue, je ne vois que de la cruauté et en plus de la vengeance à venir. Donc j'imagine qu'il a vécu des trucs super durs. Mais en fait, pour moi, ça n'excuse pas le fait de piétiner des personnes qui vivent des choses aussi dures que toi tous les jours, en fait. Et qui ne t'ont rien demandé, qui t'ont rien fait, etc. Bref, voilà.
C'est vraiment la seule raison pour laquelle j'ai du mal avec ce livre. Au-delà de ça, je sais pas pourquoi, je suis peut-être fatiguée de cette trope, mais bon, quoique je n'en ai pas lu tant que ça, mais pour l'instant, j'accroche pas trop, vraiment. Ils sont pas encore allés faire leur casse. De toute façon, j'imagine que vous connaissez le synopsis. Je sais pas si j'ai mis le synopsis au début, si j'en ai parlé. Est-ce que je vais vous redire le synopsis. À peu près ça, je m'attendais à quelque chose de plus ouf déjà dans la partie réunir ses combattants. La partie la plus ouf dans le fait de réunir ses combattants, c'est celle que j'ai pas aimée, c'est là où il est allé chercher Mathias. Donc pour ceux qui ont lu, vous comprendrez. J'ai pas aimé comment ça s'est passé, j'ai pas aimé comment il traite les gens là-bas, voilà, comme en fait, il est badass. En fait, il est super badass, tout marche, tout ce qu'il prévoit marche, rien ne... Voilà. On peut même pas le toucher, le gars il est trop fort, sauf que on nous prouve pas assez le pourquoi il est trop fort. On voit juste que à chaque fois qu'il fait quelque chose, ça se passe bien. Et que quand il doit se battre, il sait se battre, ou un truc comme ça, en fait. À part ça, ouais, je sais pas, j'y crois pas trop. Franchement, j'y crois pas trop, et je pense encore une fois que c'est un lien avec le fait qu'il a 17 ans, et que j'aurais peut-être compris un monsieur de 40 ans qui soit aigri à ce point, mais lui j'y arrive pas. Bref, tout ça pour dire que j'accroche pas, so far. C'est pas mauvais, mais j'ai pas spécialement envie de me lancer dedans. Donc voilà, c'est trop dommage. Ce vlog commence à descendre un peu, hein, tout ne peut pas être parfait. C'est vraiment dommage parce que de tous les livres que j'ai décidé de lire, parce qu'ils ont des bonnes notes, je crois que Six of Crows est clairement le plus populaire et le plus aimé en termes de personnes, en fait. Déjà parce que les deux autres sont en français, dont un qui est traduit en français, mais de base en brésilien, et qui n'avait même pas les 100 revues, il en avait 86. Mais comme par hasard, c'est Six of Crows pour l'instant que j'aime le moins. Bon, j'arrête de parler, je vais continuer, je vais me faire une petite heure de lecture là, en espérant que ça s'améliore. Et voilà. Bon les gars, il est temps de terminer ce vlog, enfin. Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai commencé. Ouais, je ne sais pas, c'est il y a plusieurs mois. Quand je vous ai laissé de mémoire, vraiment de mémoire parce que j'ai pas trop regardé les rushs, j'avais commencé Six of Crows de... J'ai oublié le nom de l'autrice, mais une autrice très connue là. Six of Crows, je l'ai DNF. Voilà, j'ai fini par abandonner ce livre parce que ça n'allait pas du tout. Donc j'ai commencé le vlog il y a plusieurs mois. J'ai commencé, donc je sais pas si vous vous rappelez, mais j'étais... Enfin, forcément s'il y a que moi qui me rappelle pas, vu que c'est moi qui ai fait une pause. Vous avez vu ça il y a littéralement quelques secondes, mais bref. J'étais pas à Paris, j'étais chez mes parents et tout. Et j'ai lu les 2 premiers livres assez rapidement, au final. C'est-à-dire je les ai bingés parce que, bah, au final, je les ai tous les deux aimés. Mais Six of Crows, qui est pourtant le livre que je pensais que j'allais le plus aimer. Pourquoi? Parce que Steam Sailors, c'était un choix facile, mais c'était quand même un tome 2 ou 3. Je sais plus parce qu'en même temps j'ai fini la saga donc je suis plus sûre. Mais en gros, en tant que non premier tome du livre, j'avais quand même des appréhensions parce que souvent ça commence très haut, t'as beaucoup d'attentes et puis voilà, au final la suite n'est pas ouf. Donc étant donné que c'était une suite, je savais que j'allais aimer mais je savais pas si vraiment ça allait être niveau genre 4-5 étoiles, tu vois. Dandara, je n'en avais aucune idée parce que ben, je n'avais jamais lu de livre de cette maison d'édition ni de cette autrice. Je ne connaissais pas ce mythe, donc vraiment je suis partie à l'aveugle et j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai même adoré et tout. Mais Six of Crows, je pensais que j'allais adorer. Je me disais mais c'est une fantaisie un peu dark, ça parle d'un haste, comment on dit ça en français, un casse, un groupe de personnes, il y a des meufs, il y a des gars, ils sont tous dans des... Enfin bref, on a des anti-héros, tout ce que tu veux, c'est sûr je vais aimer. Les gars, c'était... Je vais pas dire c'était nul, parce que ce serait mentir, sachant que je l'ai lu en VO, donc on peut pas dire que c'est la traduction. Je l'ai lu en VO, et en fait, c'était pas ouf. Pour moi, c'est une fantaisie vraiment pas ouf, qui ne mérite pas sa hype, parce qu'au final... Non, je reprends ma phrase. Qui ne mérite pas, au final, sa hype, parce que... bah, c'est pas ouf, ça casse pas 3 pattes à un canard, c'est une fantaisie sans plus. Pour moi, il y avait beaucoup de problèmes dans la construction des personnages, pourtant j'ai l'impression que les gens adorent cette fantaisie pour les personnages. En fait, les personnages, on veut en faire trop, pour moi. On veut trop leur donner à chacun une profondeur particulière, mais du coup, ça casse avec leur âge et leur background. C'est-à-dire que l'autrice va créer un background très dur, mais qui va se concentrer sur une très courte période de temps, et toute la personnalité du personnage, enfin sa personnalité actuelle, c'est-à-dire au présent, va se reposer sur cette mésaventure passée au final qui n'a pas forcément été très longue, en fonction du personnage bien sûr. Tout repose sur ça. On a des personnages qui pour moi, auraient fait de très bons personnages adultes, pourtant ils ont 16-17 ans dans les temps présents.
on leur donne des capacités limites surhumaines sans jamais l'expliquer, à part le fait qu'ils ont un background. Je suis désolée, mais pour moi, je trouve ça beaucoup trop facile de juste dire leur vie, elle a été dure avant, du coup, maintenant, ils sont trop forts. Même si tu fais une vie super dure, c'est-à-dire que si tu nous fais le background de à quel point leur vie a été dure, il faut qu'on voit aussi le process de leur montée en compétences. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors, il y a des livres qui sont comme ça, dès le début, on te dit, ok, ce personnage est un personnage badass super fort, certes, tu vois, mais ça va toujours rester au niveau de ses pairs. Là, on a vraiment des personnages qui ont tous leurs plus, leurs moins, mais que du plus quasiment. C'est-à-dire leur moins, c'est que dans le, comment on appelle ça, dans la personnalité, et c'est tout, il me semble. Enfin, sachant que je suis allée jusqu'à 80% du livre, hein, 70-80%, donc j'aurais pu le finir, mais franchement, pour être très honnête avec moi, je me suis dit non, je vais arrêter parce que je ne veux pas, je n'ai pas envie de finir ce livre. Genre vraiment, je lisais pour lire. Vraiment, je lisais parce qu'il fallait lire. Je ne captais plus les informations à un moment. Je m'ennuyais. Je me disais, mais c'est quoi ce truc? Mais qu'est-ce que je m'en fous? Le pire, c'est que il y a de l'action. Donc, je peux pas dire qu'en fait, il ne se passe rien. Ça, c'est faux. Il y a de l'action, il y a des choses qui se passent. Leur quête, entre guillemets, leur mission avance. Mais ça ne m'intéresse pas. Pour moi, ce n'est pas assez bien fait. Et c'est des bouts de plein d'autres fantaisies que j'ai lues avant. Donc, voilà. Je ne saurais pas dire si, en fait, ce n'est pas original parce que ça dépend de la date à laquelle cette fantaisie-là est sortie. Mais en tout cas, je peux vous dire avec beaucoup d'assurance que cette fantaisie n'a rien de particulier selon moi et que elle ne mérite pas sa hype. Après, je pense que si j'étais allée jusqu'à la fin, je lui aurais donné quand même 3 étoiles. Donc en fait, c'est pas un livre mauvais, mais c'est que là, je suis en train de lire les livres qui sont censés être parmi les meilleurs de ma pile à lire en fait. Donc si celui-là il fait partie des meilleurs de ma pile à lire, je suis mal barrée en fait. Je suis vraiment mal barrée. Voilà, c'était à peu près tout pour ma chronique. Je vais pas vous dire grand chose de plus. En plus je l'ai arrêté et j'avais fait une méga pause entre temps, donc je me rappelle à peine de ce qui s'y passe. Ça aussi c'est un élément du fait que j'ai pas spécialement kiffé. Les livres que je kiffe en fait, c'est pas que je m'en rappelle bien, mais c'est que quand même ma mémoire est meilleure. Et quand c'est pas ouf, j'oublie, mais dans la semaine. Et là, je me rappelle plus trop. Donc voilà, c'était tout pour ce livre-là. La conclusion de ce petit vlog, enfin petit long vlog, c'est ne faites pas forcément confiance aux plateformes où les gens laissent des notes, voilà. Je dois vous avouer que moi j'ai tendance à faire confiance à Goodreads, hein, je vais pas mentir. J'ai tendance à regarder les notes moyennes Goodreads qui sont toujours hautes. Faut savoir que sur Goodreads, il y a rarement du 3 étoiles par exemple. 3 étoiles c'est une très mauvaise note pour Goodreads. Ça commence en général à 3,50 pour avoir des bonnes notes et puis après plus et puis les bons livres sont à un peu plus de 4 étoiles en général, 4,50 même. Donc voilà, mais on peut pas leur faire confiance parce qu'on peut pas leur faire confiance, obviously. Bon, c'était tout pour moi, je vais vous laisser là, je vais pas allonger ce vlog plus longtemps. J'espère que tu auras quand même apprécié cette vidéo, qui au final pour moi aurait été très longue à faire, et j'espère pas trop pour toi. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire, il y a un petit bouton juste en bas là, clique dessus, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit like qui va vraiment me faire plaisir et aider ma chaîne à s'épanouir tout simplement, et à me faire un coucou dans les commentaires si ça te dit. Allez, je te dis à une prochaine vidéo, bye.